Aujourd'hui, dans notre série Patrimoine et stratégie, regard d'experts, euh, je vous propose effectivement de voir notre petit programme encore. Donc aujourd'hui, on va parler de la loi de finances 2026. On a fait un petit changement pour intégrer cette loi de finances pour un peu coller à l'actualité. N'hésitez pas à revenir sur nos replays des précédentes webinaires en fait qu'on a fait déjà sur votre patrimoine global qui intègre donc la partie pro et privée. Hein. On a rendez-vous aujourd'hui avec Marc Panier. Bonjour. Bonjour Marc, qui va nous faire un petit décryptage donc sur cette loi de finances, sur certains éléments liés essentiellement à votre patrimoine. Hein. On va pas faire toute la loi de finances, ça serait un peu long. Donc, on a décidé de se focaliser sur les éléments qui pouvaient avoir une incidence aujourd'hui sur votre patrimoine professionnel et privé. Alors, pardon, excusez-moi. Au programme, donc, on aura donc le pacte du Treuil, les changements qui ont eu lieu, la réforme du report d'imposition, le 150 BTR, et la taxation sur les holdings patrimoniales. Ensuite, on va un petit peu élargir le sujet sur les éléments qui ont été votés, qui sont dans les tuyaux, mais qui n'ont pas été votés jusqu'à ce jour, en sachant qu'aujourd'hui, il faut garder une réserve, Marc, hein, sur le fait que c'est pas encore... Ouais. J'en parlerai par la suite. Oui, c'est ça. D'accord, ça marche. Du coup, je vais te laisser commencer. Hein. Je laisse la main. Alors, loi de finances 2026, bon, ça a été un gros chemin jusqu'à début février, là, après les motions de censure non votées, etc. Donc, pour l'instant, la loi de finances, il y a eu des saisines du Conseil constitutionnel. Donc, elle n'est pas définitivement adoptée, il y a juste la loi sur le financement de sécurité sociale. Par contre, la loi de finances 2026, en elle-même, il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'on vous décrit là aujourd'hui, ce sont les mesures qui sont inscrites dans la loi, mais sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, il y a 3 points qui ont attiré notre attention au niveau du patrimoine, du patrimonial. C'est le changement sur le Dutreil, le régime de report d'imposition 150 BTR et enfin l'instauration d'une nouvelle taxe. On va commencer par le Dutreil. Je vais faire un petit rappel, on vous a mis un schéma. Qu'est-ce que c'est le Dutreil? L'objectif du départ du Dutreil, c'était assurer la transmission des entreprises familiales à un coût moins élevé pour éviter que les légataires en fait, se retrouvent avec des dettes trop imposantes ou des droits à payer qui sont trop importants. Donc, comment ça fonctionne le Dutreil? Donc, on a le futur donateur. Pardon, désolé pour ce petit problème technique, on a perdu Marc. Oui, c'est bon, je suis revenu. Ouais. Excusez-moi. Donc, je disais, oui, donc le Dutreil, oui, donc c'est un engagement, en fait. C'est une convention qui est passée entre plusieurs personnes. On dit engagement collectif qui porte sur les titres d'une société ou sur une entreprise individuelle autre, avec des seuils à respecter, notamment dans les sociétés, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers, etc. Donc, c'est un engagement qui doit être tenu pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, alors s'il n'y a pas d'objectif de transmission, on a une reconduction tacite, mais si on envisage la donation ou s'il y a la succession qui est mise en œuvre, dans ce cas-là, le pacte du trade s'active, entre guillemets, et ce qui permet aux donateurs et aux donataires de bénéficier d'une exonération de 75% sur les droits de mutation. Sachant que l'exonération s'applique sur la valeur vénale de l'actif transmis. Donc, c'est effectivement une grosse économie. Ça facilite effectivement la transmission. Et ensuite, post-transmission, donc les bénéficiaires de la transmission prennent des engagements dits individuels de conservation, donc des titres ou de l'actif transmis pendant une durée de, alors je crois que c'est 4 ans, ce qui fait que le pacte du trade a une durée qui s'étale sur à minima 6 ans. Au bout des 4 ans d'engagement individuel, si les conditions étaient respectées, on a l'exonération qui est définitivement acquise. Dans le cas contraire, c'est remis en cause et donc on a des pénalités qui peuvent être appliquées, etc.
Qu'est-ce que la loi de finances 2026 devrait apporter? Je parle toujours au conditionnel. Alors, plusieurs points. Déjà, ils ont voulu recentrer, allonger le pacte pour éviter les effets potentiellement d'optimisation un peu trop agressive, avec effectivement une transmission, un bénéfice de l'exonération de 75%, mais au bout des 4 ans de conservation, une cession de l'entreprise, et au final, le dispositif ne va pas jusqu'au bout. Donc la réforme va allonger l'engagement individuel, donc on ne serait plus sur 4 ans, mais sur 6 ans. Donc, quelles conséquences pratiques? On est sur un pacte Dutreil qui n'a plus une durée totale à minima de 6 ans, mais 8 ans. Autre point, et c'est là le plus important, c'est sur l'abattement fiscal. Je vous ai expliqué que les 75%, c'était applicable sur l'ensemble de l'actif transmis. Là, ils ont recentré en fait ce dispositif d'abattement, d'exonération, sur les actifs purement affectés à l'activité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que auparavant, si je transmettais mon entreprise, que j'avais de l'immobilier ou, je ne sais pas, un bateau, un yacht, autre, des bijoux, des métaux précieux, et si mon actif professionnel était supérieur à cette valeur d'actif autre, je pouvais bénéficier de 75% sur la totalité de l'actif. Là, la réforme fait que ces actifs dits, on va dire, somptuaires ou non affectés à l'activité professionnelle n'en bénéficieront plus. Donc, ils intégreront effectivement la part transmise, mais sans l'abattement de 75%. Et donc, ils seront soumis pleinement au droit de mutation. Donc, c'est ce qu'on explique. Je veux bien juste la slide après, Jean-Rodolphe, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est ce qu'on tente d'expliquer, hein, c'est ce qui est aussi recentré. C'est pour ça que c'est une réforme qui aura un impact particulier. Hein. Donc, théoriquement, en pratique, ça va changer un petit peu sur nos régimes qu'on mettait en place, hein, nos pactes Dutreil qu'on mettait en place. Donc, déjà, il faut qu'on intègre le fait que ça soit plus 6 ans, mais 8 ans. Et autre point, il faut revoir le diagnostic des entreprises. Hein. Il faut revoir dans l'actif ce qui pourrait être bénéficier de l'abattement de 75% et ce qui n'en bénéficiera pas. Donc, c'est audit sur les actifs somptuaires, c'est audit aussi sur les chaînes de contrôle, si on a un pacte Dutreil avec une holding et des filiales. Mais c'est aussi encadrer, du coup, l'affectation aussi, hein, des actifs à l'activité professionnelle. Donc, tout ça, c'est un ensemble qui est important. Il faut revoir le pacte Dutreil justement sur cette partie-là. Alors, pour les pactes Dutreil qui ont déjà été actionnés, a priori, il n'y a pas de souci. Quand je dis actionné, ça veut dire que l'opération de transmission a déjà été faite et les engagements individuels de conservation par les bénéficiaires sont déjà en cours. Par contre, pour les pactes Dutreil qui n'ont pas encore été activés, donc qui sont encore dans leur phase d'engagement collectif, là, s'ils ne sont pas activés d'ici la décision du Conseil constitutionnel, il faudra revoir et il faudra surtout intégrer cette nouvelle variable. Donc, sur l'actif professionnel qui ne bénéficie que de l'abattement, de l'exonération et pas les autres actifs. Par rapport à ça, Marc, on est certain sur cet élément-là, c'est-à-dire que tant que la loi n'est pas promulguée, on peut encore bénéficier de l'ancien régime, c'est-à-dire mettre l'ensemble des parts, enfin l'ensemble des actifs. On est certain, on n'est jamais certain de ouais. tout. A priori, oui, parce que quand la loi va être votée, elle va rentrer en vigueur, je ne sais pas, peut-être début mars, 1er mars 2026, et donc va prendre pour l'avenir. Sauf s'il y a des mesures de rétroactivité qui sont mises en place, ce qui m'étonnerait, ça peut arriver. Hein. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour les pactes Dutreil en cours ou déjà activés. C'est plus pour les potentiels pactes Dutreil à venir ou à mettre en place, où là, il y aura ce nouveau travail en fait à faire. Ok, oui. Donc effectivement, il y aura tout un élément de restructuration peut-être au niveau des Dutreil envisagés sur des sociétés holding notamment, animatrices. Oui, c'est ça. Donc restructuration, oui et non, c'est juste qu'il faut intégrer le fait que la facture fiscale peut être plus importante que celle imaginée au départ. Donc fait qu'on n'intègre plus certains actifs dans l'exonération de 75%. D'accord, ouais. Donc c'est ça. Ou alors déplacer le Dutreil sur la société d'exploitation et exactement, oui. Et l'activer sur la société d'exploitation, au lieu de l'activer directement dans la holding. Au niveau de la holding, oui.
C'est pour ça qu'il Ouais, est important de revoir la chaîne de participation, hein, tout simplement. C'est ouais. un peu ça le gros problème. Ok. D'accord. Très bien. Alors, autre réforme structurelle, enfin, on peut appeler ça réforme ou juste modification, c'est sur le régime du report d'imposition. Donc, pareil, hein, on a remis un petit schéma pour rappeler ce que c'est que ce régime du 150 BTR. Une personne physique qui avait des titres de société, hein, dans une société d'exploitation, pouvait apporter ses titres à une société holding qu'il contrôlait. Donc, soit il a un contrôle seul ou un contrôle avec son corps familial, hein. Donc une holding à l'IS, il apporte ses titres, on détermine une plus-value d'apport, hein, sur les titres, et cette plus-value n'était pas nécessairement imposée au moment de l'apport, mais elle était mise en report d'imposition. Ce régime pouvait être mis en place, hein, pour diverses raisons, hein. Il y a beaucoup d'intérêts à un niveau patrimonial, notamment pour des futures opérations de transmission. Pourquoi? Parce que ce report d'imposition, ça permettait notamment une purge de la plus-value en cas de donation, hein, ou de succession de l'apporteur des titres. Qu'est-ce qui pouvait se passer aussi quand on apportait les titres? Donc le report d'imposition, il était conditionné, hein, bien évidemment. Il fallait conserver les titres apportés pendant 2 ans, excusez-moi. Et si on cédait les titres apportés dans ce délai de 3 ans, il fallait réinvestir une partie du produit de cession, hein, dans des activités éligibles qui étaient assez larges, hein, qui sont toujours assez larges. Et l'autre condition aussi, pour ne pas faire sauter le report, hein, c'était de conserver les titres reçus en échange de l'apport. C'est ces titres-là qui pouvaient être notamment purgés par la suite. Donc, qu'est-ce que ça a changé la loi de finances 2026? Donc, ils ont un petit peu renforcé et durci le régime. Pourquoi? Alors, le délai de réinvestissement, il est plus de 2 ans, il est de 3 ans. Alors, effectivement, on a plus de temps pour investir ou chercher un produit de réinvestissement. Par contre, on augmente le taux de 60 à 70%. Alors, dans certains cas, ça peut être pas très important. Dans d'autres cas, sur un produit de réinvestissement d'1 million, c'est 100 000 € en plus, hein, si on prend un exemple pratique. Autre point, et c'est là le point le plus important et le plus difficile, c'est sur les activités éligibles, parce que ils ont vraiment resserré les propositions de réinvestissement, en fait, hein, dans les activités éligibles, puisqu'on a exclu notamment donc les activités bancaires, financières, assurances, immobilières, sauf certains fonds de réinvestissement. Donc ça, sous réserve des commentaires administratifs, on n'a pas encore vraiment de détails, mais sont exclus notamment le réinvestissement dans les marchands de biens, promoteurs immobiliers. Alors l'hôtellerie, ça reste accepté, a priori, il n'y a pas de problème, mais agence immobilière, administrateur, je ne sais pas, de fonds, de syndic, par exemple, ça c'est exclu, hein. Donc on réduit beaucoup la possibilité de réinvestissement, en plus d'augmenter le taux de réinvestissement, en fait, de 10%. Autre point aussi, où il y a un durcissement du régime, c'est sur la conservation. Avant, les actifs réinvestis, on devait les conserver pendant 1 an. Désormais, le délai passe à 5 ans. Donc pareil, on durcit le régime, on met une condition de délai. Donc ça devient beaucoup plus strict, on va dire, hein, sur le bénéfice du régime. Alors, le report est toujours acquis, hein, mais effectivement, il y a beaucoup plus de panneaux rouges, hein, qui te disent, voilà, il ne faut pas dépasser cette limite, il faut respecter cette limite. Enfin, sur la purge de la plus-value, donc quand on donnait les titres de la holding, hein, le délai de conservation donc, est porté de 5 à 6 ans, et s'il y avait eu un réinvestissement du produit de cession, est porté de 10 à 11 ans. Donc, il n'y a pas grand changement, il y a 1 an de détention en plus, ça, ce n'est pas la plus grosse modification. Par contre, on en parlera plus tard, il a quand même été envisagé pendant les débats parlementaires de remettre en cause ce système de purge, hein, à plusieurs étages. Bon, ça a été conservé à l'État, mais on verra à la fin que ça a été quand même discuté pour le supprimer, voire le renforcer encore plus. Donc, quelles conséquences pratiques, quel impact des modifications, hein, de ce régime? Donc, sur la temporalité, il va falloir quand même revoir les stratégies qui ont été mises en place, hein, notamment parce qu'on rallonge les délais de réinvestissement.
Et on rallonge aussi le produit de réinvestissement, le taux à revoir. Alors, quand je parle de réévaluation de la temporalité, s'il y avait des schémas qui avaient été mis en place, par exemple, où je donne une partie, j'utilise mon enveloppe de 100 000 euros d'abattement, par exemple, pour les donations parents-enfants, et au bout de 15 ans, je donne les titres de ma holding, où j'ai un report d'imposition pour la purge, il faudra peut-être revoir ça, parce que ça pourra peut-être plus correspondre aux schémas qui ont été mis en place. Donc voilà, le durcissement du régime, il faut quand même réévaluer, revoir, réauditer aussi ce qui a déjà été mis en place pour ne pas tomber sous le coup de ces nouvelles mesures. Quand tu parlais, je reviens juste sur le slide d'avant, Marc, quand tu parlais effectivement de l'actif réinvesti à conserver 5 ans par la holding, où avant c'était 12 mois, il y avait déjà des produits de réinvestissement qu'on utilise aujourd'hui, nous, en gestion de patrimoine, l'investissement sur des fonds, en fait, aujourd'hui éligibles au 150 0 BTR, qui avaient déjà cette obligation de conservation de 5 ans, en fait. Donc, pour ces fonds-là, il n'y a pas de changement. C'est notamment pour certains fonds, comme par exemple de la forêt ou des choses comme ça, qui étaient sur 12 mois et qui, là, vont passer effectivement sur 5 ans. Sur 5 ans, il faudra théoriquement s'aligner. Ok. Même pratiquement s'aligner obligatoirement sur cet objectif de conservation. D'accord, ouais. Donc là encore, c'est comme dans le Dutreil aujourd'hui, c'est la date de la promulgation de la loi. L'entrée en vigueur de la loi de finances. Voilà. C'est ça. Donc, si on a déjà en bénéfice du report d'imposition, qu'on a déjà activé notre réinvestissement dans une activité éligible, on ne sera pas remise en cause, sauf rétroactivité fiscale. Il n'y a pas de souci a priori pour ça. Après, il faudra quand même attendre commentaires administratifs, décision du Conseil constitutionnel, voir s'il n'y a pas des modifications quand même, ou des suppressions de conditions ou autres. Ok, oui. Après, dans ces schémas, effectivement, quand tu parlais de temporalité, ce qui est important de prendre en compte, c'est effectivement les délais. C'est vrai qu'il a été porté de 2 ans à 3 ans. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle parce que le délai commence à courir au moment où on réinvestit. Donc, si on passe de 12 mois à 5 ans, si on attend 3 ans, on se retrouve à 8 ans, alors qu'on pourrait activer tout de suite. En fait, l'idée, c'est pas forcément d'attendre les 3 ans. C'est ça. C'est ça que le temps, revoir le temps ou la temporalité des schémas mis en place, c'est assez important pour ces réformes. Ok. Et il faut faire. Alors, on en parlera peut-être par la suite, effectivement, parce que du coup, aujourd'hui, si on attend, je cumule. Enfin, j'en parlerai à la fin. J'attends un petit peu. Oui. Je vais continuer. Il n'y a pas de souci. On peut voir ça à la fin. Donc troisième point qu'on voulait voir ensemble, tout simplement, c'est sur la taxation des holdings patrimoniales, donc inspiré, mais qui a été tellement modifié de la taxe Zuckman et qui a été vraiment réduit. Ça a été assez haché, on va dire, l'instauration de cette taxe du fait du Parlement, du Sénat, etc. Enfin, des navettes parlementaires. Donc, qu'est-ce que c'est que cette taxe sur les holdings patrimoniales? Donc, il s'agirait de mettre en place une taxe annuelle donc sur les actifs non opérationnels qui sanctionnerait notamment les holdings patrimoniales ou les holdings dites cash box, en fait, où on stocke du cash, tout simplement. Donc, qui seraient concernés. Donc, il y a trois critères cumulatifs. Donc, il faut les remplir. S'il y en a un qui n'est pas rempli, on ne serait pas concerné a priori. Donc, l'actif de la société, ça serait supérieur à 5 millions d'euros. Donc, au bilan, il faudra un actif supérieur à 5 millions. Les sociétés doivent être contrôlées par une personne physique, donc à hauteur de 50%. Alors, contrôlées seules ou via le groupe familial, c'est à bien prendre en compte, ce n'est pas une détention unique. Et enfin, il faut que 50% des revenus de la société ou de la holding proviennent de revenus qu'on appelle passifs. Donc, passif, c'est qu'il n'y a pas d'activités qui ont permis de générer ces revenus. Je les précise, c'est dividendes, intérêts, redevances de cession, concession de licence, brevets, loyers perçus, etc. etc. Donc ça, c'est sur le champ d'application. Ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout qu'est-ce qui est taxé.
Qu'est-ce qui est taxé? Ce sont les biens somptuaires. Hein. Donc, l'objectif de cette taxe, c'est vraiment taxer les holdings hein, où on avait, oui, voilà, des biens on stockait, où on s'achetait quelque chose pour potentiellement un usage personnel, on va dire. Mais bon, donc, voilà, la taxe, c'est un ensemble d'actifs dont des biens somptuaires. Donc, il y a une taxe, hein, la liste est limitée dans le texte. Hein. Donc, on attend pareil des commentaires administratifs, mais a priori, ça concernerait que biens affectés à la chasse ou à la pêche, véhicules non affectés à une activité pro, bijoux, métaux, chevaux de course. Et le plus important, surtout, ce sont les immeubles que la personne physique occupe à titre gratuit ou un loyer ou qui payent un loyer, mais qui serait largement inférieur au prix du marché. Donc, c'est plus cette partie-là qui peut être importante, hein, notamment sur les immeubles hein, qui sont occupés à titre gratuit ou loués, mais vraiment à une valeur ridicule ou qui ne correspondent pas à une valeur de marché. Ça, c'est sur l'assiette de la taxe. Alors, il faut noter quand même que dans le texte, il est écrit que l'assiette sera constituée des biens à la clôture de l'exercice clos de 2026. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a théoriquement toute l'année pour nettoyer certaines holdings s'il y a besoin de nettoyer certaines holdings. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être envisager des cessions, peut-être envisager des donations de certains biens, ou peut-être des apports à d'autres sociétés hein, pour séparer l'actif en fait hein, qu'il y a dans les holdings, redescendre en dessous de ce fameux seuil de 5 millions. Ça, c'est plusieurs stratégies. Alors, est-ce que ça tombera sous un abus de droit ou autre? Faudra voir avec le temps. Et a priori, non, parce que ce sont des opérations classiques. Mais voilà, donc, il y a encore 2026 pour faire le nettoyage, entre guillemets. Hein. Donc, les stratégies adoptées, je viens d'en évoquer quelques-unes, hein, mais effectivement, repenser la conservation d'actifs financiers, parce qu'effectivement, à partir des holdings du cashbox, on a pu investir dans des produits, hein, produits qui génèrent des intérêts, des dividendes hautes, donc des revenus passifs. Il faudra voir si ces revenus passifs, ça n'excède pas les revenus issus, les autres revenus hein, de la holding. Et aussi l'immobilier, aussi hein, le réinvestissement immobilier, ça peut avoir des conséquences assez terribles. Alors, je n'ai pas précisé le taux de la. Oui. Pardon. Oui, je te laisse terminer. Oui, je voulais juste repréciser le taux de la taxe. Alors, au départ, dans les discussions, il était de 2% et il arrivait à 20%. Mais il arrivait à 20% parce qu'ils ont réduit largement l'assiette à l'origine. Donc voilà, c'est un taux de 20%. Alors les modalités déclaratives, etc., on n'a pas encore d'infos. Il faudra attendre les commentaires administratifs et de toute façon, il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel pour voir si cette taxe est effectivement validée parce que, a priori, il y aurait un souci de traitement entre les holdings françaises et les holdings détenus par des personnes étrangères, enfin de l'Union européenne. Voilà. Ok. Après, quoi qu'il en est, cette taxation est uniquement sur les biens somptueux. Hein. Donc aujourd'hui, une holding qui détient uniquement des actifs financiers ne serait pas soumise à cette taxe. A priori, non. Dans l'attente des commentaires administratifs, hein, toujours, parce que est-ce qu'ils vont élargir ce qu'ils ont entendu par bien somptueux? A priori, non, parce que il y a un renvoi je crois dans le Code général des impôts, j'ai plus l'article exact, sur ce qu'ils entendent par bien somptuaire. Mais oui, a priori, il n'y aurait pas de problème hein, sur ça. Par contre, pour revenir c'est là où je voulais en venir avant, par rapport aux 150 zérobétaires. Oui. Si on attend 3 ans et qu'effectivement on n'a que de l'actif financier, on peut être soumis à cette taxe en fait, si on a des biens somptuaires dans la holding. Oui. Donc effectivement, les deux sont cumulatifs quoi. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Il y a un peu quand même une ligne qui est tracée pour que toutes ces mesures s'entendent bien entre elles, au final, et revoir en fait hein, les dispositifs qu'on a à disposition. Quoi. Donc aujourd'hui, quelle stratégie adopter? On pourrait se dire également que même si on n'est pas dans le cadre d'un 150 zérobétaires, on pourrait aujourd'hui, souscrire des produits d'investissement éligibles aux 150 zérobétaires qui pourraient du coup sortir de ces éléments. Sur les holdings patrimoniales, ouais. Oui. D'accord, ouais. Donc on rentrerait plus dans juste une société passive, quoi. Voilà, c'est ça.
D'autant que, alors, le seuil de 5 millions, il pourrait paraître élevé, mais en même temps, il n'est pas si élevé que ça, hein. Ça dépendra aussi de, voilà, si une holding détient les titres de société d'une société d'exploitation, la valorisation de la société d'exploitation, elle rentre dans cet actif, ce seuil, en fait, hein. Donc, le seuil il peut être vite atteint selon la taille des sociétés d'exploitation qu'on détient, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il va être important de mesurer l'impact, parce que là, on parle de la taxe, mais la taxe, c'est qui la paye? C'est la personne physique qui contrôle la holding. Donc, c'est aussi un impact personnel important pour la personne physique, quoi. Donc ça, il faudra revoir aussi, hein. C'est pour ça qu'envisager des transmissions, des cessions, ça peut être aussi intéressant au niveau de cette holding pour pas trop impacter la personne physique, quoi. D'accord, ouais. Ok. Bon, bah, il y aura plein de choses à faire. Exactement. Et alors, dernier point que vous voulez adopter, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de modifications dans cette loi de finances au niveau patrimonial. Et il y a eu, alors sur la table, pendant un long moment quand même, il y a eu la volonté de revoir l'IFI pour l'appeler impôt sur la fortune improductive. Donc ça n'a pas été adopté au dernier moment, hein. Mais qu'est-ce que c'était que cet impôt sur la fortune improductive? C'était un peu un retour à la source, hein, de l'ISF, hein, avant 2018, où il a été envisagé de réintégrer beaucoup de produits financiers ou de contrats de capitalisation et autres, en plus de l'immobilier, bien évidemment. Et ce qui était sur la table, c'était, alors on réintègre ça, donc on élargit l'assiette. Par contre, on serait toujours soumis à partir d'1,3 million, mais la taxation commencerait à partir de 2 millions, au taux de 1%. Donc, on augmente l'assiette, mais la taxation commence qu'à partir de 2 millions de patrimoine. Mais bon, pour quelqu'un qui avait déjà de l'immobilier supérieur à 1,3 million, a priori, les 2 millions, s'il avait des contrats à capitalisation assez importants, ça pourrait être vite attrapé, quoi. Sachant qu'il était aussi intégré véhicules de luxe, métaux précieux, etc., etc. Donc, vraiment un retour à l'ancien ISF, hein. Donc ça n'a pas été adopté, mais bon, voilà, on ne sait pas, peut-être l'année prochaine, ça reviendra sur les discussions. Taxation, alors dans les holdings des avoirs financiers, oui, pareil, hein, l'assiette était plus large, c'est pour ça qu'il y avait une taxation de 2% plutôt que 20% au départ, et on ne se limitait pas seulement aux biens sanctuaires ou à l'immobilier, hein. C'était vraiment aussi certains contrats de capitalisation qui auraient été taxés sur ce qu'on vient de discuter précédemment, donc ça a été supprimé. Et c'était non adopté. Je pense qu'ils attendront. Cette année-là, ça doit être une année de test, hein, pour cette taxation sur les holdings. Ils verront ce que ça rapporte et potentiellement, ça reviendra l'année prochaine, pareil, hein, en discussion. Pérennisation de la CDHR. Alors, la contribution différentielle sur les hauts revenus, hein, qui n'est pas à confondre avec la CEHR. Alors ça, ils l'ont adopté, ils l'ont prolongé d'une année, hein. Vous savez, c'est une taxation de la différence entre 20% du revenu fiscal de référence et le cumul d'impôts sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les revenus. Donc au final, on impose une taxation de 20% minimum basée sur le revenu fiscal de référence. Donc il y a plusieurs conditions, hein. Il faut déjà, si on est une personne seule, avoir 250 000 euros à minima de revenu fiscal de référence ou 500 000 pour un couple. Donc ça, c'est prolongé. Alors, on n'a pas encore l'impact de ce que ça a donné sur 2025, on le verra cette année, hein, parce qu'il y avait les premières déclarations à faire en décembre pour les personnes concernées. Donc on verra l'impact, mais voilà, ça c'est prolongé et donc il y aura le même formalisme l'année prochaine, donc une déclaration en décembre avec un acompte à payer de 95% de la taxe. Okay. Augmentation d'1,4 de CSG, donc ça vient pas de la loi de finances, mais de la loi de financement de sécurité sociale. Alors, c'est déjà en place, hein, depuis le 1er janvier 2026, donc si vous avez fait des distributions post 1er janvier 2026, vous êtes concerné par cette augmentation d'1,4 de CSG. Alors, ça concerne quasiment tous les revenus capitaux mobiliers, sauf les plus-values immobilières et les revenus fonciers, notamment, ils ne sont pas concernés par cette augmentation d'1,4 de CSG. Donc, désormais, on a un PFU qui est plus à 30%, mais 31,4%. Voilà. Alors, bien sûr, c'est sur la CSG, hein, ça ne touche pas CRDS, ça ne touche pas le prélèvement solidarité à 7,5, ça, c'est pas touché, hein. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais avait été discuté aussi pendant les échanges parlementaires, le régime de la purge de la plus-value du fait du décès de la personne physique. C'est maintenu, cette purge. Par contre, voilà, il faudra
faudra penser peut-être qu'à l'avenir, ça sera remis en cause. Mais ça, pareil, on n'est pas devin, on ne le saura pas. Mais voilà, ça a été discuté. Quand c'est discuté, généralement, ça peut revenir au niveau des débats. Donc, on verra la prochaine loi de finances. Mais voilà concrètement ce qui a été mis en place. Bon, voilà ce qu'on avait à dire, en tout cas, sur 3 sujets de la loi de finances. Alors, il y en a plein d'autres, mais sur le patrimonial, voilà ce qu'on voulait mettre en avant. Donc effectivement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui l'État veut taxer aujourd'hui notamment ces holdings en fait patrimoniales et puis entre guillemets passives. Donc il va falloir adapter, comme a dit Marc, toutes les stratégies en termes d'allocation, de temporalité et ces éléments-là. Donc c'est ça qu'on a voulu effectivement faire. Suite à l'actualité, cette petite loi de finances est un peu bousculé nos programmes de notre série Regard d'experts sur votre patrimoine. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va regarder ça. L'objectif est donc d'éviter des effets d'aubaine. L'objectif est clairement d'éviter des effets d'aubaine, effectivement. On peut le voir sur les 3 dispositifs. C'est un peu réduire la marge de manœuvre qu'on avait auparavant. Ils l'ont réduit potentiellement. Donc, effectivement, les effets d'aubaine veulent être évités, en tout cas par le législateur. Est-ce que l'activité d'assurance, alors d'agent d'assurance, est éligible comme réinvestissement? Très bonne question. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas la réponse immédiatement. Il faudra voir. Potentiellement aussi attendre, parce que sur les activités éligibles, c'était pas non plus très clair. Donc, il faudra avoir les commentaires administratifs dans le POFIP, etc., pour voir ce qui est concerné effectivement comme activité éligible et non éligible pour le réinvestissement. Et les véhicules. Alors, un véhicule somptuaire, ça serait un véhicule qui n'est pas utilisé à des fins exclusives pour l'activité professionnelle. Tout simplement, c'est un véhicule de tourisme mais non affecté à l'activité professionnelle. C'est ce qu'on entend par bien somptuaire. Donc, ça peut être un véhicule de luxe, par exemple, ou juste un véhicule, mais usage privatif, quoi. Voilà. On a fait le tour des questions, je crois. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, on a encore un tout petit peu de temps. Mais sinon, voilà. Non, alors je reviens peut-être sur notre programme. Oui. Des prochains webinaires. Hop, voilà. Donc le mois prochain, on n'en aura pas. On fait une petite pause au mois de mars. Puis on va continuer avec le patrimoine immobilier, comment le sécuriser et puis valoriser en fait ses investissements, qui aujourd'hui est également pas remis en cause, mais l'immobilier est un peu torpillé et attaqué aussi par. En fait, c'est toujours la même chose. Ces revenus passifs, en fait, l'État aujourd'hui n'est plus trop essaye de taxer ces éléments-là. Donc voilà, on continuera au mois de mai avec la responsabilité du dirigeant et la protection de son patrimoine, qui est important aujourd'hui également. On voit de plus en plus de remise en cause personnelle en fait du dirigeant et qui du coup met en danger vraiment son patrimoine privé et sa famille. Et enfin, on va terminer la saison avec la vente de son entreprise. Et notamment, on aurait peut-être pu commencer par ça, un petit bilan patrimonial préalable, essentiel en fait à tout type de cession et tout type de changement en fait au niveau de votre activité et de votre vie personnelle et privée quoi, et professionnelle. Merci à tous. On a un peu d'avance. Je vais voir s'il y a encore 2-3 questions. S'il n'y en a plus, on va vous quitter. Je ne crois pas. Il y a une petite question encore. La taxation de 20% sur les holdings est-elle basée sur la valeur des biens somptuaires uniquement? A priori, oui. A priori, oui. C'est ce qui est, en tout cas, l'assiette est composée, oui, des biens somptuaires et des biens immobiliers dont la personne physique s'en réserve l'usage. C'est ça.
Donc, Alors, oui. comme on l'a mentionné, je pense qu'effectivement, il y a vraiment, à un moment donné, il va falloir réallouer cet actif en fait, que vous avez dans ces holdings patrimoniales. Si vous êtes au-delà des 5 millions, il faudra vraiment vous poser la question et voir ce qu'on peut faire en fait, pour sortir du giron de cette taxation de 20% en fait. Donc, Exactement. voilà. Et je crois que c'est tout. Bon, bah, Je écoutez, pense que... merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci Marc. Bonne journée à tous. Rendez-vous le 10 avril pour notre prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.